Cahier des charges ou backlog produit, faut-il encore rédiger un cahier des charges en 2025 ou est-ce un réflexe dépassé, hérité des méthodes traditionnelles? Et si je vous disais que dans la majorité des projets, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais une approche hybride qu'il vous faut? Alors dans cette vidéo, on va poser les choses clairement et en profondeur. À quoi sert vraiment un cahier des charges? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes et coûteuses dans la rédaction d'un cahier des charges? Quelles sont les confusions courantes également entre notes de cadrage, expression des besoins, spec, backlog et surtout comment choisir intelligemment votre approche selon le type de projet, les acteurs impliqués et les objectifs business. À la fin de cette vidéo, vous aurez donc une vision limpide des documents de cadrage utilisés en entreprise, des repères concrets pour structurer vos projets efficacement et un modèle gratuit à télécharger pour vous aider à cadrer vos projets avec clarté et agilité. Mais avant de plonger dans le sujet, bienvenue à vous sur Best of Business Analyst, la première chaîne francophone 100% dédiée à la pratique de la business analyse dans les systèmes d'information, mais aussi bien au-delà. Je suis Alice Facci, formatrice, coach et conférencière et j'accompagne chaque semaine des professionnels en reconversion, des business analysts en poste, des chefs de projet, des managers, des product owners, etc. Beaucoup d'étiquettes de poste existent. En tout cas, je les aide à maîtriser les fondamentaux de la business analyse et à professionnaliser leurs livrables. Je suis aussi la fondatrice du site bestofbusinessanalyst.fr qui rassemble des ressources concrètes, des articles, des vidéos, des podcasts, plein de conseils pratiques, des modèles de documents, des livres digitaux, des formations professionnalisantes, du coaching, bref, tout pour servir et valoriser notre communauté de praticiens en business analyse. Que vous soyez en reconversion, en montée en compétences ou déjà expérimenté, vous êtes donc au bon endroit pour comprendre la réalité de la business analyse, apprendre à cadrer un besoin, formuler des exigences, piloter des analyses fonctionnelles et gagner en impact dans vos projets, en entreprise comme chez un prestataire. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et téléchargez le livre blanc offert dont le lien est en description. Revenons à l'essentiel. Pourquoi continue-t-on à rédiger un cahier des charges alors même qu'on parle partout de product mindset, d'agilité, de méthodes itératives, de minimum viable product? Eh bien, c'est simple parce que le cahier des charges n'a jamais eu pour objectif de ralentir les projets. Il a été conçu à la base pour sécuriser les projets, aligner les parties prenantes, éviter les flous, limiter les conflits et clarifier ce qu'on attend d'un système ou d'une solution. Autrement dit, c'est un outil de cadrage stratégique et opérationnel et pas un document administratif qu'on remplit pour la forme. Il y a 3 grandes fonctions au cahier des charges. Un bon cahier des charges va répondre à 3 besoins fondamentaux dans un projet d'entreprise. Le premier besoin, c'est formuler le besoin justement, c'est le cœur du cahier des charges. Poser noir sur blanc ce que l'on attend, pour qui, dans quel but et dans quel périmètre. Et ce besoin n'est pas juste technique, il est métier, il est organisationnel parfois, réglementaire et souvent stratégique. Deuxième besoin, aligner les parties prenantes. Le cahier des charges permet de mettre tout le monde au même niveau d'information. Le métier qui exprime le besoin, la technique qui va concevoir et livrer, la gouvernance qui valide budget, délai et risque et les partenaires ou prestataires qui doivent comprendre le périmètre exact. Troisième besoin, sécuriser la mise en œuvre dans des contextes forfaitaires, réglementés ou multi-acteurs. Le cahier des charges est le garant du périmètre. C'est sur lui qu'on s'appuie pour contractualiser, pour piloter, justifier des arbitrages ou même résoudre un litige. C'est un livrable qu'on pourrait qualifier d'équilibre entre cadrage et exécution. Et le vrai problème, ce n'est pas le cahier des charges, c'est qu'on l'a tout simplement trop transformé en document fleuve rigide et figé, souvent déconnecté du terrain. Mais bien utilisé, c'est une boussole, il permet de répondre à une question cruciale. De quoi avons-nous besoin pour que ce projet soit une réussite? Et cette question, on ne peut pas y répondre avec un backlog brut ou une liste de features. Si on est dans le cadre agile, il faut vraiment une vision des priorités, des contraintes et des enjeux métiers. Voilà pourquoi même en 2025, même dans des contextes agiles, le cahier des charges, ou du moins une forme modernisée, a toute sa place. On vient de voir la raison d'être globale du cahier des charges. Formuler un besoin, aligner les acteurs, sécuriser la mise en œuvre, mais entrons maintenant dans le concret.
Quels sont très précisément les bénéfices d'un bon cahier des charges pour chacun des rôles clés dans un projet? Vous allez voir que cette réponse n'est pas un simple document réservé à la maîtrise d'ouvrage, c'est un outil collectif au service de la réussite du projet. Pour le maître d'ouvrage, MOA en acronyme, c'est un outil de clarté et de pilotage parce que côté métier, tout simplement, le cahier des charges est un outil de cadrage clair. Il permet à la MOA de structurer la vision du besoin, de formaliser les objectifs attendus, de définir les priorités fonctionnelles, d'anticiper les contraintes et de poser les bonnes bases d'un dialogue cadré avec les équipes techniques. En résumé, c'est un levier de pilotage métier. Pour le maître d'œuvre, la MOE en acronyme, c'est une base de conception structurée. Côté technique, en effet, le cahier des charges est un point d'entrée essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il matérialise les attentes métiers dans un cadre compréhensible, exploitable et cohérent avec les moyens techniques disponibles. La MOE peut ainsi évaluer la faisabilité, identifier les risques, dimensionner les ressources, préparer un chiffrage réaliste et construire une architecture adaptée. Sans un cahier des charges ou un équivalent fonctionnel, la MOE avance vraiment dans le brouillard. Enfin, pour le chef de projet et l'équipe projet, c'est une boussole pour tout le cycle de vie. Le chef de projet trouve dans le cahier des charges à la fois un cadre pour planifier livrables et jalons, un outil de communication avec les parties prenantes, une base pour piloter le périmètre et un support pour gérer les évolutions et les arbitrages. C'est aussi un point de référence collectif. Quand il y a flou, tension ou désaccord, on revient au cahier des charges. Et puis, enfin, ne les oublions pas, c'est le plus important, presque, je dirais, pour les utilisateurs finaux, c'est une reconnaissance de leurs besoins. Il ne faut pas les oublier, ces utilisateurs que l'on doit servir. Ce cahier des charges, bien conçu, est aussi une preuve d'écoute. Il montre qu'on a pris le temps de comprendre leurs attentes, leurs irritants et leurs usages réels. Et c'est pas seulement une solution imaginée dans une salle de réunion coupée du terrain. En résumé, le cahier des charges n'est pas un document unilatéral. Il a des bénéfices clairs pour chacun. La MOA structure sa demande, la MOE comprend mieux le cadre d'action, le chef de projet planifie et pilote plus sereinement et les utilisateurs sentent qu'ils sont écoutés. C'est ce qui en fait encore aujourd'hui un outil stratégique et fédérateur, à condition qu'il soit vivant, clair et bien pensé. Alors avant de continuer, je fais une courte pause pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus loin. J'ai mis à votre disposition un modèle de cadrage hybride gratuit à télécharger. C'est un outil que vous pouvez vraiment utiliser au quotidien. Il combine une note de cadrage stratégique, une trame de backlog produit et une checklist des éléments essentiels à inclure dans un cahier des charges efficace. Vous trouverez le lien directement dans la description sous la vidéo. Maintenant, on va reprendre avec la suite du contenu et on va voir ensemble les 5 erreurs à ne surtout pas commettre lorsqu'on rédige un cahier des charges. Le cahier des charges peut être un outil extrêmement puissant, mais à condition bien sûr d'éviter certains pièges dans lesquels tombent encore trop de projets. Voici donc les 5 erreurs les plus fréquentes que je peux rencontrer lorsque j'interviens en audit, en coaching ou en formation. Erreur numéro 1. Confondre besoin métier et solution. Alors là, c'est vraiment l'erreur la plus courante, on veut aller trop vite et au lieu d'écrire le problème à résoudre, on écrit directement la solution imaginée. Par exemple, il faut SAP, un ERP, il faut un portail, il faut une application mobile, il nous faut un workflow automatique. Alors le problème, eh bien, vous fermez le dialogue avec les experts techniques, les UX UI designers, les développeurs et vous risquez de passer à côté d'une solution plus simple, plus efficace ou plus économique. Un bon cahier des charges commence donc toujours par une clarification du besoin et pas par une commande technique. Erreur numéro 2, rédiger un cahier des charges flou ou trop générique. Un cahier des charges efficace, ce n'est pas un texte abstrait en langage administratif, c'est un document concret qui parle du terrain, des usages et des irritants réels. Un CDC flou, c'est comme une promesse électorale trop vague, il ne permet pas d'arbitrer, il n'aide pas à prioriser, il expose le projet à l'incompréhension, voire au conflit. Erreur numéro 3, le rédiger seul sans les bons acteurs. Trop souvent, le cahier des charges est rédigé par une seule personne et en plus dans son coin. Parfois un chef de projet, parfois un manager métier, mais sans vraie co-construction avec les utilisateurs, les experts techniques ou les parties prenantes clés. Alors résultat, vous en doutez, c'est un document déconnecté du terrain, des besoins réels et des contraintes opérationnelles. Un bon cahier des charges se co-construit, il se rédige en atelier, en échange, en interaction. Erreur numéro 4, rédiger un document fleuve illisible et jamais utilisé. J'ai vu parfois des cahiers des charges de 100-150 pages
que personne n'avait vraiment lu intégralement. Ni le développeur en plus, ni le testeur, ni même le chef de projet, c'est un comble, et encore moins les utilisateurs. Un cahier des charges, en fait, c'est pas une preuve d'intelligence, c'est un outil de communication. Alors, s'il n'est pas clair, synthétique, accessible, il sert à rien. Le bon format, celui qui est compris par tous, quitte à faire une seconde version essentielle en 10 pages, bien structurée. 5e erreur, ne jamais le mettre à jour. Alors, ça n'est pas une petite erreur, celle-ci, c'est de considérer le cahier des charges comme un document figé, mais un projet évolue. Le contexte change, les besoins se précisent au fur et à mesure, les contraintes émergent également au fur et à mesure et pourtant, dans beaucoup de cas, le CDC est traité comme intouchable une fois validé. C'est aussi une erreur. Un bon cahier des charges est vivant, mis à jour au fil du projet et utilisé comme point de repère évolutif. Alors pour résumer, le problème ce n'est pas vraiment le cahier des charges, c'est la manière dont on le rédige, dont on le structure et surtout dont on l'utilise. Évitez ces 5 erreurs et ce document deviendra un outil de prise de décision et de performance dans vos projets. Si vous tapez cahier des charges sur Google, vous allez trouver de tout. Des modèles d'expression des besoins, des grilles d'analyse, des checklists de spécification et même des modèles de contrat. C'est dire à quel point ce terme est flou, galvaudé et utilisé à tort et à travers. Alors aujourd'hui, on va remettre un petit peu d'ordre. Je vais vous présenter les documents qu'on confond régulièrement avec un cahier des charges et vous expliquer pour chacun d'eux à quoi il sert, à quel moment il intervient et en quoi il est différent du cahier des charges. Voici les principaux documents que l'on retrouve dans les phases de cadrage et de préparation projet. Je vais juste vous les énumérer et vous ferez après le tri avec ce que vous connaissez déjà. L'étude d'opportunité, elle permet d'identifier les enjeux et d'évaluer s'il est pertinent de lancer le projet. Elle intervient en amont, avant toute décision. La note de cadrage, elle va poser les grands repères, les objectifs, périmètres, budget, les délais, les risques, et elle est souvent rédigée juste après le go projet, donc juste après son lancement. Ensuite, l'expression des besoins, c'est le moment où l'on recueille les besoins des utilisateurs, où on les organise, où on les hiérarchise, c'est la phase, entre guillemets, de cadrage fonctionnel. Vous avez après le cahier des charges fonctionnel qui, lui, va décrire ce que le système devra faire côté métier. On y retrouve les fonctionnalités attendues, les règles de gestion, les cas d'usage principaux. Face à cela, vous avez le cahier des charges techniques qui expose les contraintes techniques, l'infrastructure, les interfaces, les performances, la sécurité, etc. Vous avez le cahier des charges du coût global qui est un document souvent utilisé en appel d'offres ou en contrat forfaitaire qui va regrouper à la fois les exigences métiers et techniques. On confond également avec les spécifications fonctionnelles détaillées, SFD pour l'acronyme, qui traduisent chaque exigence en comportement attendu à un niveau précis. Et puis également, on confond avec parfois le backlog produit, c'est une liste évolutive et priorisée des besoins à réaliser et il est utilisé en gestion de projets agiles. Alors, je voudrais faire un zoom sur la note de cadrage, prendre un petit instant pour ce mini cahier des charges, comme c'est parfois appelé. C'est l'un des documents les plus utiles, mais aussi les plus mal compris. Son objectif est simple, planter le décor du projet. Elle ne vise pas à tout détailler, mais à poser des repères essentiels. On y retrouve les objectifs stratégiques, le périmètre fonctionnel et hors périmètre également, les parties prenantes clés, le budget estimé, le planning prévisionnel, les risques majeurs. La note de cadrage est un document de vision, pas un cahier des charges complet, et pourtant, dans certaines organisations, elle tient lieu de cahier des charges, surtout dans les projets agiles ou lean. Mais attention, ce n'est ni une expression des besoins, ni un document technique. Elle sert à poser les fondations, pas à construire toute la maison. Faites attention également à la confusion avec un cahier des charges fourre-tout, parce que très souvent on appelle cahier des charges tout ce qui touche de près ou de loin au cadrage. Et là on mélange tout, on mélange les intentions dans la note de cadrage, les besoins qui sont l'objectif de l'expression des besoins, les exigences qui sont matérialisées dans le cahier des charges fonctionnel, les contraintes techniques du cahier des charges techniques et même la conception détaillée où on y met parfois spécifications, user stories, backlog. Résultat, on se retrouve avec des documents hybrides, bancals, incomplets et surtout avec des équipes qui ne parlent pas du tout le même langage. Alors ce que je recommande en pratique, c'est une approche claire et modulaire. Vous avez une étude d'opportunité, une analyse de faisabilité, un business case et ça c'est en amont pour décider. Vous pouvez avoir une note de cadrage concise, structurée au lancement, une expression des besoins si le projet est complexe et sensible, et puis vous aurez un cahier des charges fonctionnel ou une story map avec un backlog selon votre mode projet. Et puis enfin, on va arriver aux spécifications fonctionnelles détaillées
ou technique, d'ailleurs, et technique sous forme de user stories si vous êtes en agile, ou histoire technique si vous êtes là aussi toujours en agile. Cela permet d'avoir une architecture documentaire adaptée à la taille du projet, au niveau de risque et au mode de gestion, cycle en V, agile, hybride, etc. Donc, pour résumer tout ça, eh bien, le cahier des charges n'est pas un document unique, c'est un type de livrable qui peut prendre différentes formes. Alors, pour éviter les confusions, posez-vous 3 questions simples. À quoi sert ce document ? À quel moment du projet intervient-il ? Et pour qui est-il utile ? Et vous aurez déjà 80% de clarté sur ce que vous devez produire et pourquoi. Alors, faut-il choisir entre cahier des charges et backlog produit ? Est-ce qu'on doit trancher une bonne fois pour toutes ou est-ce qu'on peut articuler les deux intelligemment ? Ma réponse est simple, tout dépend du contexte. Il n'y a pas de bonne méthode universelle, il y a des projets différents, des contraintes différentes, des équipes différentes. Pour vous aider à vous situer, je vais quand même vous présenter 3 cas concrets, puis une grille de décision simple que vous pourrez réutiliser dans vos projets. Premier cas que je vous propose, c'est un projet réglementaire ou un marché public. Là, le cahier des charges est indispensable. On va prendre un projet, imaginons dans un hôpital, une collectivité ou une grande entreprise réglementée. Là, les exigences sont strictes, les budgets sont publics et la prestation sera réalisée au forfait. Dans ce cas-là, le cahier des charges est contractuel. Il doit être rédigé avec rigueur, validé, signé et il engage toutes les parties prenantes. Ici, le backlog ne suffit pas. Il faut un cadre écrit, structuré, traçable et souvent c'est un cahier des charges global qui fusionne fonctionnel et technique. Cas numéro 2, une start-up ou un projet innovant. Alors là, le backlog est roi. On va prendre une start-up qui développe une application mobile. On ne connaît pas bien, en tout cas au début, les utilisateurs. Le besoin est mouvant. On travaille en cycle court. Alors ici, inutile de figer un cahier des charges de 50 pages. Ce serait contre-productif. On part d'une vision produit. On identifie des épiques. On alimente un backlog vivant et on fait évoluer le périmètre au fil des itérations. Cas numéro 3, un projet de système d'information complexe. Alors là, on combine les deux. C'est le cas le plus courant dans les grandes entreprises, un projet de système d'information métier avec plusieurs équipes, des enjeux de sécurité, de l'intégration, des utilisateurs finaux. Et dans ce cas, la meilleure approche, c'est une architecture documentaire hybride. Vous pouvez avoir par exemple une note de cadrage pour la vision, une expression des besoins ou un cahier des charges fonctionnel et un backlog pour piloter la réalisation en mode agile. Voilà, ça peut être une approche, on va dire hybride, moderne, pragmatique et surtout contextualisée. Alors, voici une grille de lecture rapide que je donne aussi à mes élèves, à mes clients, que vous pouvez appliquer à n'importe quel projet. Donc, vous voyez à l'écran, premier critère, projet réglementaire ou appel d'offres. Le cahier des charges, oui, il est même indispensable et le backlog, il n'est pas prioritaire. Un deuxième cas, projet agile, un MVP expérimental. Donc là, le cahier des charges n'est pas requis. Le backlog, oui, il est même essentiel. Un autre cas possible, un projet multi-acteur avec un système d'information complexe. Le cahier des charges est indispensable, surtout pour le cadrage, et le backlog, ça sera pour le pilotage. Ensuite, si vous êtes dans le cas d'une équipe interne avec une, on va dire, organisation en mode produit, le cahier des charges, il sera allégé au maximum. Et le backlog, eh bien, il existera bien entendu, il sera structuré. Dans le cas où vous êtes dans un contrat au forfait avec un engagement ferme, le cahier des charges est obligatoire et le backlog va venir en complément. Et puis, autre cas, un projet court, un budget serré, le cahier des charges prendra la forme d'un mini cadrage et le backlog, oui, vous en aurez un et il sera prioritaire. En résumé, on ne choisit pas entre le cahier des charges et le backlog. On choisit le bon outil au bon moment en fonction du contexte projet, au niveau de risque et de la culture d'équipe. Le backlog, il est parfait pour piloter une solution en construction. Le cahier des charges reste essentiel pour fixer le cap, aligner les attentes et éviter les flous qui coûtent cher. Et très souvent, c'est la combinaison des deux qui permet au projet de réussir. Maintenant qu'on a vu à quoi sert un cahier des charges, ses bénéfices, ses erreurs, ses variantes, reste une question essentielle. Qui le dirige ? Est-ce la maîtrise d'ouvrage, le chef de projet, un AMOA, un prestataire, le product owner, le business analyst ? Pour faire court, personne ne le rédige seul. Un bon cahier des charges est toujours un travail collaboratif, mais en général, il est piloté par la maîtrise d'ouvrage, la MOA, la MOA qui peut déléguer d'ailleurs cette mission à un chef de projet MOA, à un business analyst, à un assistant à la maîtrise d'ouvrage externe ou à une équipe projet transverse. Mais attention, rédiger ne veut pas dire inventer seul dans son coin. Cela signifie collecter les besoins, structurer l'information, faire valider chaque partie et documenter clairement ce qui a été compris et décidé. Ça, c'est de la business analyse.
Alors avec qui faut-il co-construire? Le cahier des charges, pour être juste et utile, il doit être co-construit avec les utilisateurs métiers, les experts techniques, les sponsors ou décisionnaires et parfois les équipes juridiques ou les achats. C'est donc un véritable document collectif piloté par la MOA, orchestré par un profil structurant, souvent un business analyst, quelle que soit son étiquette, et validé en instance projet. Alors, une erreur fréquente, attention, consiste à faire rédiger le cahier des charges par la maîtrise d'œuvre seule. Résultat, vous vous en doutez, on obtient un document très technique, souvent peu lisible pour les métiers et surtout déconnecté des vrais besoins utilisateurs. Le cahier des charges devient alors un mur alors qu'il devrait être un pont entre tous les acteurs. En résumé, le cahier des charges est un livrable de la maîtrise d'ouvrage, co-construit avec toutes les parties prenantes du projet. Il doit servir le métier, parler à la technique et soutenir les prises de décision. Et pour ça, la posture de business analyst capable de faire le lien entre les deux mondes est souvent la plus adaptée pour en piloter la rédaction. Vous l'avez vu dans cette vidéo, le cahier des charges n'est pas obsolète, il n'est pas non plus l'ennemi du backlog, il a simplement besoin d'être réutilisé intelligemment en fonction du contexte, des objectifs et des contraintes de votre projet. Le backlog est l'outil du présent, il vous aide à piloter, à prioriser, à livrer rapidement. Mais sans vision claire, sans cadrage partagé, sans périmètre réfléchi, il devient une simple liste de fonctionnalités désorganisées sans cap. Le bon réflexe, ce n'est donc pas de choisir, c'est de combiner intelligemment les deux. Une note de cadrage pour aligner les parties, un cahier des charges fonctionnel pour structurer les besoins et un backlog produit pour piloter l'exécution, par exemple. C'est pas tout le temps le cas. Et si vous souhaitez cadrer vos projets de manière professionnelle, j'ai une ressource pour vous. Je vous propose de télécharger gratuitement un modèle conçu pour vous aider au quotidien. Vous y trouverez une trame de notes de cadrage claire, un exemple de backlog produit structuré et une checklist des éléments clés à ne pas oublier dans un cahier des charges fonctionnel. Le lien est juste en dessous dans la description. Alors je vous pose la question, vous-même, est-ce que vous avez déjà rédigé un cahier des charges seul ou en équipe? Quelle a été votre plus grande difficulté en phase de cadrage? Dites-le moi vraiment en commentaire, je lis chacun de vos retours, même si c'est pas immédiat, et ça m'aide vraiment à créer des contenus toujours plus utiles et proches de vos réalités terrain. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine publication qui fera avancer vos projets autrement et intelligemment.